oui, vendredi 17 mars, un intro spécial en l'honneur de cette fête de la Sainte-Patrick. Bienvenue à F1 Podcast, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et j'espère que vous allez aussi bien que moi car c'est week-end de course et nous avons plein d'informations pour vous à l'émission aujourd'hui. On a l'actualité sur la dernière semaine de Formule 1 ainsi que les détails des 2 séances d'essais libres qui viennent tout juste de se terminer. Et on va aussi mettre la table pour le week-end avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Question que vous ayez toutes les informations en poche pour avoir le plus de plaisir possible lors de la fin de semaine de course. Donc sans plus tarder, F1 Podcast, on commence ça. Tout d'abord, la semaine a commencé avec 2 grosses nouvelles, une qui a été confirmée et un autre que la rumeur s'intensifie. Donc, la première, c'est le départ de Frédéric Sanchez, ingénieur en chef de chez Ferrari. Donc, il était là depuis 2012. Il avait commencé, il est arrivé en provenance de chez McLaren. Il avait commencé comme directeur du volet aérodynamique. Il avait gravé les échelons jusqu'à devenir ingénieur en chef. Donc, c'est lui, depuis 2019, qui était en charge du concept, du développement des concepts de véhicules pour la Scuderia. Donc, c'est un gros départ. Ça fait partie du remodelage qu'on est en train de faire chez Ferrari. Donc, avec l'arrivée de Frédéric Vasseur, on voit qu'il y a des changements qui sont en place. Donc, ça va être intéressant de voir. Il commence à s'entourer peut-être de nouvelles personnes. Mais pour l'instant, David Sanchez, on ne sait pas où il s'en va parce qu'on sait que de la manière que ça fonctionne en Formule 1, on inclut des clauses afin de protéger les secrets de chaque écurie. Donc, des ententes d'exclusivité et de non-compétitivité. Donc, on demande normalement, suite à un départ ou suite à un congédiement, d'aller patienter au moins 1 an à la maison avant d'aller travailler pour un compétiteur. Donc, c'est quand je dis on demande, je mets ça entre parenthèses, parce qu'on sait que l'année dernière, avec la situation de Dan Fellows, qui avait soumis ses intentions de vouloir quitter pour se joindre au groupe Aston Martin. Il voulait quitter Red Bull, donc on sait qu'on lui avait demandé d'aller à la maison et de ne pas partager des secrets. C'est sûr que c'est toujours difficile à vérifier dans ce temps-là si c'est toujours respecté, mais le protocole, la clause en place serait de respecter ça et de rester à la maison pendant 1 an et de ne pas communiquer avec notre nouvel employeur. L'autre départ qui reste à confirmer, c'est celui de Laurent Mekies, qui était là depuis 2018. On sait que l'ingénieur français, lui, était le bras droit de Laurent Vasseur et était aussi le chef de course pour l'écurie italienne. Semblerait que les rumeurs viennent que ce serait de la discorde entre lui et le PDG de Ferrari, donc Benedetto Vigna. Ça serait entre les deux, le courant ne passerait plus. C'est les rumeurs qui ont coulé. Et on dit aussi que ce serait l'écurie française Alpine qui lui ferait de l'œil pour avoir ses services au courant de l'an prochain. Donc, ça sera à suivre. On va suivre le dossier pour vous au courant des prochaines semaines, voir s'il y a d'autres rumeurs qui vont couler dans ce dossier-là. Pour l'écurie britannique McLaren, donc Zach Brown est rentré en communication pour assurer ses fans de l'écurie Papaya et sécuriser aussi les commanditaires que des améliorations seront portées à la voiture pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite ainsi qu'Australie. On parle d'amélioration mineure, mais pour le Grand Prix de Bakou-Azerbaïdjan, on parle d'avoir une amélioration majeure à la voiture. Donc, on essaie beaucoup d'aller chercher plus de performance que qu'est-ce qu'on a vu lors du Grand Prix de Bahreïn. Donc, ça va être intéressant de voir. On sait que chez McLaren, le but, c'est de gagner un peu de temps, sécuriser des points en attendant que notre tunnel de soufflerie en construction présentement soit mis en fonction. Donc, on soit capable de l'utiliser pour perfectionner le développement de cette voiture-là. Donc, ça va être un outil intéressant à voir pour les prochaines saisons chez McLaren. On parle que ce tunnel pourrait être mis en fonction vers la fin de la saison ou la saison morte. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est des bonnes nouvelles pour le clan britannique et ses partisans. Donc, qui peut se voir assurante un peu suite à ce Grand Prix difficile de Bahreïn. Pour ce qui est de la grosse nouvelle en provenance du Québec, c'est Williams Racing qui a décidé de nommer comme directeur de l'écurie au complet, donc pas juste directeur de course ou un principal de l'équipe. Donc c'est vraiment lui qui va être à la tête de l'écurie. C'est le Québécois Frédéric Brousseau qui avait une carrière de plus de 26 ans dans le domaine aéronautique. Donc ça sera des débuts pour lui en Formule 1. Sa mission, ça va être de redorer le nom de l'écurie Williams. On sait que c'est une des écuries les plus décorées avec 9 titres de constructeur. Donc, c'est un beau défi pour le Québécois. Ça va être intéressant de suivre son évolution ainsi que l'évolution de l'équipe Williams au cours des prochaines semaines.
Ça a été une semaine aussi importante pour Mercedes. On sait que lors du dernier week-end, ça a été difficile pour eux. Et on a eu George Russell, le pilote britannique, qui était sorti dans les médias pour dire qu'on pouvait donner le trophée à Red Bull tout de suite, que la saison était terminée. Moi, ça m'avait déçu beaucoup de sa part parce qu'on sait que moi, c'est pas une attitude que j'aime, surtout pas après une course, de voir une attitude aussi négative. On sait que ça a été compliqué. C'est peut-être irréaliste de croire que Mercedes peut rejoindre Red Bull, mais il y a quand même d'autres écuries et tu sais, faut pas baisser les bras. Après, c'est pas l'attitude. On n'a pas gagné 8 championnats des constructeurs d'affilée chez McLaren avec ce genre d'attitude-là. Donc peut-être un manque d'expérience ou un trop plein d'émotions pour George Russell lors du dernier week-end. On sait que c'est quand même un pilote jeune, donc c'est normal des fois peut-être un petit manque de maturité de sa part. Donc on a essayé de récupérer un peu les pots cassés chez Mercedes en publiant une lettre à leurs partisans lors du week-end pour les rassurer, dire que toute l'équipe, la symbiose était là, autant des pilotes que à l'usine, que les directeurs. Donc, tout le monde fonctionnait dans le même côté pour aller rechercher les notes de noblesse et être capable de regagner les positions à l'avant du peloton. Donc, ça va être intéressant de voir parce qu'on a aussi Lewis Hamilton qui est allé en disant qu'il voulait pas pointer du doigt personne, mais en même temps, il a pointé du doigt des gens en disant que l'écurie ne l'avait pas écouté. Donc, c'est pour ça que la voiture n'avait pas les performances recherchées. Donc, comme on peut dire, il a pas voulu pointer du doigt personne, mais il a quand même un peu pointé du doigt en disant que c'est qu'on l'a pas écouté, que la voiture ne fonctionne pas bien. Donc, dans la lettre de Mercedes, on voyait qu'on essayait aussi de récupérer les pots cassés de ce côté-là. On sait que pour George Russell, c'était peut-être un manque de maturité, un manque d'expérience, un pilote jeune, mais pour Lewis Hamilton, ben c'est un peu plus dur à expliquer. On sait qu'il a beaucoup d'expérience, 7 fois champion du monde, donc d'aller dire des commentaires comme ça, c'est sûr qu'on essaye de motiver les troupes en disant on continue de travailler fort, tout le monde ensemble, mais après ça, quand que dans une autre entrevue, tu dis que si on m'avait écouté, la voiture irait bien, mais c'est sûr que on peut dire que c'est deux discours complètement séparés. Donc, une petite frasque pour le Britannique, mais rien de trop grave. Je pense que ça a été récupéré de main de maître par l'équipe marketing de Mercedes avec la lettre qu'on a publiée aux partisans qui était très très bien rédigée, qu'on a d'ailleurs mis sur notre page Facebook F1 Podcast. Malheureusement, elle est seulement en anglais, mais si vous voulez aller la lire, le lien est là. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Donc, c'est pas mal ce qui conclut l'actualité pour la semaine dans le monde de Formule 1. Donc, on est prêt à passer à ce qui s'est passé aujourd'hui lors des 2 séances d'essais libres. Pour ce week-end de course en Arabie Saoudite, on se rappellera que la saison dernière, les périodes d'essais libres avaient été marquées par un missile qui avait été lancé sur un plan d'Aramco suite à une crise géopolitique entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Pour cette saison, on a rassuré tout le monde en disant que les pilotes sont en sécurité, qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ça a fait pas mal l'unanimité. Je dirais qu'il y a 19 pilotes sur 20 qui ont dit qu'ils se sentaient déjà plus en sécurité. Il y a Lewis Hamilton, lui, qui a dit que non, il n'achetait pas ça, donc il ne se sent pas en sécurité pour le week-end. Mais les périodes d'essais libres, je vous rassure, ça s'est passé dans la paix. Il n'y a pas eu de missile, donc il n'y a pas eu de danger en tant que tel. Donc on va se croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Là. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose hors piste et ni non plus sur la piste. On sait que c'est une piste qui est très dangereuse aussi. Donc on a remédié à la situation cette année en modifiant quelques virages pour aller chercher un peu plus de visibilité, parce que c'était un grand danger qu'on avait. On a modifié le virage 8, 10, ainsi que 14 et 20. Donc, on a éloigné les murs un petit peu, parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on arrivait dans un virage, quand les pilotes se commettaient pour aller chercher de la vitesse, donc on n'avait pas de visibilité plus loin. Donc, admettons qu'il y aurait eu une voiture qui s'immobilise à la sortie d'un virage, ou le temps qu'on sorte un drapeau jaune, que le signaleur émet le drapeau jaune, que le pilote le voit, donc ça pourrait être déjà trop tard, puis on aurait pu avoir un méga cambolage si ça se passe au départ, quoi que ce soit. Donc on l'a échappé belle lors des 2 dernières saisons, et avec les indications des pilotes, bien, on a remédié à la situation en éloignant quelque peu les murs afin d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui s'en vient. Donc ça n'a pas vraiment changé la complexité pour les pilotes côté technique. Ça a vraiment, je dirais, apporté un côté plus sécuritaire, que le pilote peut voir un peu plus loin
en se commettant dans le virage, il est capable d'avoir une visibilité un peu plus loin pour savoir s'il n'y a pas un obstacle devant lui. Donc, ce côté-là, on trouve ça positif parce que c'est une course qui est excitante à regarder parce qu'on voit, on sent le danger. Là. Pour les gens, les amateurs, là, des fois, il y a des grands prix que c'est plus difficile de vraiment sentir la vitesse et de voir à quel point les voitures vont à toute allure. Mais le Grand Prix de Jeddah, là, c'est vraiment, c'est ce qui saute aux yeux aussitôt qu'on le regarde, c'est à quel point il y a de la vitesse. C'est un circuit qui est très, très rapide avec les murs de béton de chaque côté. Donc, on voit vraiment qu'il y a un danger qui s'applique à cette course-là. Alors, on sait que c'est une course nocturne, donc sur le circuit de Corniche avec 27 virages. Il y a plus de 2000 lumières LED qui éclairent ça. Donc, c'est impressionnant à voir pour les gens qui sont des amateurs de course nocturne. Bien, cette année est un autre en fin de semaine, donc ça vaut la peine de voir ça. Juste les vues sont à couper le souffle, c'est vraiment impressionnant. On sait que le circuit, comme on le disait, avec les murs de chaque côté, eh bien, les pilotes, il faut vraiment qu'ils réussissent à aller chercher le maximum, mais on sait qu'il y en a par le passé qui ont payé la note. Quand on essaie d'aller en chercher un peu trop, c'est pas un circuit permissif, donc chaque erreur est payée immédiatement. On peut dire que c'est payé comptant. Donc, si on en parle à l'écurie Haas pour l'accident de Mick Schumacher l'an dernier, ça a coûté, admettons, je dirais qu'une bonne, proche d'1 million de dollars comme faut, cet accident-là de Mick Schumacher. Donc, il n'est plus en Formule 1 cette année. Donc, le côté voiture de sécurité n'est pas à négliger sur ce circuit, mais on le sait que avec le départ de Nicolas Latifi et de Mick Schumacher, peut-être que le facteur véhicule de sécurité va être un peu à la baisse pour cette saison-ci, mais on sait qu'aussitôt qu'il va y avoir un accrochage, ben, on va avoir au moins une voiture virtuelle ou une voiture de sécurité pour le temps qu'on ait de dégager les véhicules qui obstruent le passage. La grosse nouvelle pour commencer la journée, ça a été aussi le départ d'Angela Collins. Angela Collins qui est la physiothérapeute et la préparatrice physique de Lewis Hamilton depuis plus de 7 ans. Donc, pour les gens qui savent pas c'est qui, c'est la madame avec les cheveux blond qui suivait constamment Lewis partout. On se rappellera même les images qui avaient fait le tour du monde la saison dernière où Lewis Hamilton se promenait sur son scooter et la pauvre Angela qui devait le suivre en courant derrière le scooter et ça avait soulevé pas mal de plaintes chez les amateurs de F1. Donc, on avait dû remédier à la situation des semaines précédentes. Donc, on avait été on avait ramené un scooter pour Angela, donc les deux pouvaient se promener à trottinette et trottiner le long de la ligne des puits ensemble entre les courses. Déjà qu'Angela avait à suivre Lewis avec son casque et tous ses effets, donc c'était pas facile, donc elle devait courir. On sait qu'à certains circuits, même les chaleurs peuvent être accablantes, donc on a fourni Angela d'un scooter, mais elle a remis sa décision, ses significations de départ à Lewis Hamilton. Donc, ça a l'air qu'il se quitte en bons termes. Elle veut aller faire d'autres projets, s'occuper de sa famille. On sait que ça fait de plus de 7 ans donc qu'elle est avec lui. Donc, elle veut passer à d'autres choses, réaliser ses rêves. Donc, on lui souhaite bonne chance. Et on va voir, ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines si Lewis Hamilton va avoir une nouvelle personne qui va prendre sa place à ses côtés pour le soutenir lors des fins de semaine de Grand Prix. Ensuite, ce qu'on a pour la fin de semaine, on a eu la nouvelle aussi que Max est arrivé une journée plus tard. Donc, Max Verstappen est arrivé une journée plus tard au circuit. Il était incommodé par des problèmes gastriques, donc des problèmes à l'estomac. Donc, il a pris un peu plus de temps à arriver au circuit. Donc, pour le week-end aussi, les choses qui vont être à vérifier, on sait qu'il y a une grosse amélioration cette saison. On a déjà pu le constater sur les pneus. Donc, Pirelli qui a amené une nouvelle génération de pneus pour la saison 2023 et c'est vraiment ce qui permet ça et l'amélioration des voitures, donc le développement durant la saison morte, c'est ce qui a permis de voir des records de vitesse. Donc, on a pu voir beaucoup plus de vitesse lors du premier Grand Prix à Bahreïn. C'est ce qu'on voit parce que le gros problème dans la dernière saison, c'était qu'avec la nouvelle génération d'auto, on a un stress qui s'en va directement sur les pneus avant. Donc, ça crée un sous-virage. Donc, c'était un gros problème pour l'usure des pneus avant. Donc, avec la nouvelle recette de pneus concoctés par Pirelli, on est capable d'aller chercher beaucoup plus de ballons
en virage. Donc, les voitures ont vraiment éliminé beaucoup de sous-virages. Donc, ça nous permet de conserver notre vitesse et d'améliorer nettement les temps. Donc, on peut s'attendre à ce que, en fin de semaine, sur le circuit Corniche de Jeddah, on peut s'attendre à avoir encore plus de vitesse. On sait que c'est le circuit urbain le plus rapide dans le championnat et c'est aussi le deuxième le plus rapide aussi dans les circuits urbains, bien entendu, et le deuxième plus long de tout le championnat. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher autour pendant le week-end. On a déjà vu pendant les séances d'essais libres, on a déjà vu beaucoup de vitesse. On a vu des pilotes comme Max Verstappen prendre des risques. On l'a publié sur notre page. On peut voir, là, il passe vraiment proche du mur durant la séance numéro 2. C'est lui qui avait été le plus rapide lors de la séance d'essai numéro 1 et il a remis les mêmes résultats lors de la séance numéro 2, il a été très rapide. On a pu voir, il a même été devancé donc son coéquipier Sergio Perez. Il a aussi devancé les Aston Martin qui étaient très près de lui. Donc, ça va être intéressant de voir. On a pu, comme je vous dis, pendant la première séance, ce qu'on a pu constater, c'est toujours, faut prendre ça un peu à la légère parce que la première séance se passe en fin de journée. Donc, on a encore le soleil. Donc, on peut dire que la température de la piste n'est pas uniforme. Donc, à certaines places, on a de l'ombrage, à d'autres places, on n'en a pas. Donc, la deuxième séance est toujours plus représentative parce que pour un circuit de nuit, donc une course en soirée, je veux dire, à ce moment-là, on attend que le soleil se couche. Donc, la température de la piste devient vraiment uniforme. On n'a plus d'ombrage, on n'a plus de soleil. C'est vraiment uniforme sur toute la piste. Les températures vont vont descendre, pardonnez-moi. Donc, il va y avoir plus de vent, plus de ventilation pour les moteurs, être capable de générer plus de performance. Donc, c'est ce qu'on a vu. Pendant la deuxième séance, on était capable d'avoir un temps plus représentatif de ce que ça va avoir l'air lors de la course. Donc, on a eu Verstappen qui a signé le meilleur temps avec un temps de 1:29.603. Et pas loin derrière, on avait le double champion Fernando Alonso à 1:29.811. Donc, c'est quand même assez proche, on peut dire, environ 200 dixièmes de seconde de différence. Donc, c'est quand même... on peut voir demain, donc ça peut donner un bon spectacle pour demain. On a eu Perez, lui, qui a pris le 3e rang. La bonne performance des Alpines avec Ocon au 4e rang, Russell 5e avec sa Mercedes, un autre Alpine 6e avec Gasly, Stroll 7e dans la 2e Aston Martin, Hülkenberg 8e avec sa Haas, Leclerc qu'on sait que lui il a été frappé dès le début du week-end, on a changé une pièce sur l'électronique du véhicule, donc on en a le droit à 2 pour la saison et c'est déjà la 3e qu'on utilise, et oui, on est au 2e Grand Prix de la saison et on utilise déjà la 3e chez Ferrari, donc c'est une pénalité d'un minimum de 10 positions que ça va lui coûter au départ pour demain. On a eu d'autres petits changements de quincaillerie aussi sur certaines voitures, on a eu... Sergio Perez qui a dû changer aussi un contrôle électronique et une boîte de transmission. On a eu Sainz aussi qui a changé d'autres choses, mais il n'y a pas de pénalité qui s'ensuit parce qu'on est toujours dans la limite permise pour ces composantes. Suivi de Leclerc, ensuite, on avait son coéquipier Carlos Sainz qui a pris la 10e place et Lewis Hamilton, lui, 11e au volant de sa Mercedes. Norris 12e, Tsunoda dans une AlphaTauri 13e, Albon dans une Williams. Le Williams semblait assez bonne durant la première séance d'essai libre. On le sait que, comme on l'a dit, c'est une séance moins représentative, mais Albon a quand même fait une bonne première séance. Mais pour la deuxième, on parle d'une 14e place. Magnussen, 15e. Départ difficile pour Magnussen depuis le début de la saison. Hülkenberg a vraiment le dessus pour l'instant là, lors de la première course, les séances de qualification et ces 2 séances d'essai libre lors du 2e Grand Prix. On voit que c'est vraiment Hülkenberg qui a le dessus sur Magnussen. On a eu Joe qui était 5e avec sa Alfa Romeo, De Vries 17e, après ça Logan Sargent dans sa Williams 18e et en dernière position on a eu Oscar Piastri, excusez-moi, devant Bottas, lui plutôt, qui a fini dernier, 20e dans son volant de l'Alfa Romeo. Ce qui a été à surveiller pendant les séances d'essai libre, c'est la composition, quelle gomme qu'on va vouloir prendre. On a vu que Red Bull a fait des essais, on a vu beaucoup de gomme médium. On a vu Red Bull essayer, tester pour faire des temps de course, mais avec la gomme tendre. Donc, ça va être intéressant de voir, est-ce qu'on va décider de commencer en gomme tendre pour se donner un bon départ sur la grille de départ et essayer ensuite d'aller chercher la gomme médium
pour aller finir la course, ou on va faire l'inverse, commencer en médium pour finir avec la gomme tendre. Donc, ça va être quelque chose à surveiller. On a vu, eux autres, par exemple, Aston Martin faisait plutôt les tests en gomme médium pour les séances. Donc, on a eu des bons temps, on a eu des temps même qui se rapprochaient à la Red Bull de Max Verstappen. On peut vraiment, pour avoir une idée, il faut vraiment prendre les temps d'Alonso versus les temps de Verstappen pour avoir vraiment une idée exacte. Puis on a pu voir que les temps sont assez près, mais on garde en perspective que Aston Martin nous a habitués par le passé à mettre pas beaucoup d'essence pour les périodes d'essai libre. Donc, il faut toujours se garder un petit bémol. Donc, les favoris suite à ces deux périodes d'essai libre, je peux dire que c'est encore les Red Bull, Max Verstappen. Ça va être intéressant de voir Sergio Perez. Est-ce qu'il va être capable de suivre la cadence de Max et de Alonso, parce qu'on sait qu'il s'est retrouvé derrière Fernando Alonso aujourd'hui, donc ça va être intéressant de voir s'il va être capable de garder cette cadence-là. Pour le Grand Prix et les séances de qualification, demain, on sait que ça va avoir lieu en fin de soirée, donc sous les réflecteurs. On a déjà dit les changements qui ont été apportés. On sait qu'avec les pneus, les nouvelles gommes de Pirelli, on devrait être capable d'aller battre des temps. Donc, ça va être beaucoup de vitesse à prévoir lors de ces séances de qualification-là. Je suis persuadé qu'on va réussir à battre les temps dans l'an dernier et de voir aussi, surveiller aussi pour les neutralisations. Donc, on sait si on attend trop pour aller en piste, puis on décide de faire un tour 3 à la dernière minute, mais on pourrait être pris avec un imprévu, donc un accident, quelqu'un qui touche le mur, et on pourrait avoir un drapeau rouge, ou après ça, puis avoir le temps nécessaire pour compléter un tour rapide et subir l'élimination donc en Q3 ou en Q2 ou en Q1. Donc ça va être intéressant de voir vraiment la bagarre en piste. Et aussi, il y a eu beaucoup de dangers aujourd'hui avec les voitures qui roulent trop lentement. Donc souvent, on voit les voitures qui sont lentement en attendant d'éviter, ils veulent éviter le trafic. Donc on se promène en piste. On a failli voir un accrochage catastrophique entre Alonso et Sainz. Donc ça aussi, ça va être à prendre en considération la circulation, le trafic en piste lors des périodes de qualification. Et durant la course, bien entendu, ça va être de choisir nos arrêts au puits à des moments stratégiques, parce qu'on se rappellera que l'année dernière, c'est Sergio Perez qui avait eu la position de tête, donc la pole position, mais en course, il avait été faire son arrêt au puits et tout de suite après, il y avait eu un accident. Donc, l'auto de sécurité s'est lancé en piste et les voitures ont pu bénéficier de des temps plus faciles. Donc, on a des bons moments. On a pu profiter de l'occasion pour aller faire nos arrêts au puits. Et plutôt qu'on sait qu'un arrêt au puits qui coûte généralement entre 17 et 21 secondes, mais si on l'a fait lors d'une voiture de sécurité en piste, mais le temps va nous coûter beaucoup moins cher. On parle de quasiment la moitié du temps. Donc, c'est ce qui avait coûté à Sergio Perez. Il avait été le seul à faire son arrêt, donc avant l'auto de sécurité en piste. Donc, ça lui avait coûté la tête du Grand Prix et c'est Max Verstappen qui avait gagné le Grand Prix par la suite avec une bonne bagarre contre Charles Leclerc. Donc, ça va être intéressant de voir en fin de semaine. Les Ferrari, aujourd'hui, faut pas paniquer, rassurer les partisans Ferrari. On sait qu'on s'attendait peut-être à beaucoup mieux d'eux autres, mais on est encore très craintif côté fiabilité. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, on n'a pas vu le maximum des moteurs de les Ferrari. On a joué de prudence, donc on n'a pas mis la pleine capacité, on n'a pas été pour la pleine performance. Donc, on s'est gardé une petite gêne pour être sûr de contrôler la fiabilité du véhicule et être capable de donner vraiment toute la gomme demain lors des séances de qualification. Donc, ça va être un Grand Prix très intéressant pour les partisans de Formule 1 ou même les partisans qui n'en sont pas. Vous allez voir que c'est un Grand Prix qui est très, très intéressant pour prendre la piqûre et s'intéresser à la Formule 1. Donc, je vous invite à regarder ça lors du week-end. Ça va se passer environ sur l'heure du dîner. J'ai pas les heures exactes, pardonnez-moi, mais au pire, on va les afficher sur notre site. Bien sûr, vous pouvez regarder ça sur RDS ou sur TSN en anglais. La couverture avec Sky Sports qui est très, très bonne à voir. Donc, je vous invite à écouter ça. C'est tout pour nous. En terminant, j'aimerais vous rappeler de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc F1 Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour rester au courant de toute l'actualité de ce qui se passe et du développement des véhicules. Et c'est une façon aussi de nous encourager et d'apprendre à vous connaître. Quand vous venez commenter, ça nous fait plaisir de discuter avec vous. Donc, c'est vraiment une communauté de mordus d'F1 qu'on essaie de bâtir. Donc, on compte sur vous pour s'abonner à nos pages et nous soutenir avec votre appréciation en mettant des petits likes sur nos nouvelles. Donc, merci d'avoir été là encore une fois. Nous, on se reparle lundi, donc lundi 20 mars, et on va avoir un compte-rendu de la course
et tout ce qui s'est passé pendant le week-end avec l'actualité. Et on va aussi avoir un petit bloc où on va répondre aux questions des membres de F1 Podcast. Donc, il n'est pas trop tard. Si vous voulez encore nous soumettre vos questions, vous pouvez nous les envoyer par Facebook ou à notre adresse Gmail, F1 Podcast, tout collé, donc gmail.com, ou juste dans un commentaire sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de recueillir tout ça et de répondre à vos questions lors de l'épisode de lundi. Encore une fois, merci d'avoir été là. Joyeux Saint-Patrick et bon week-end de course!